Yves Montand, c'est deux personnages qui évoquent aussi une certaine nostalgie de la France. Sont des projets concordants que vous avez souhaités à ce moment-là ou ils se sont... C'est une coïncidence totale, mais ce qui est étonnant, c'est de m'être concentré cette année sur ces deux hommes qui sont phares dans l'après-guerre, c'est-à-dire que voilà, à 50, 60, 70, 80, les deux hommes sont extrêmement actifs, extrêmement aimés, se rencontrent. Car Cousteau demande à Montand de faire la voix d'une petite série sur l'Amazonie et ils incarnent quelque chose qui me touche, et c'est ça un peu ce qu'on a voulu raconter avec Christian Schiaretti, le metteur en scène. En fait, j'ai aussi moi-même beaucoup entendu ça de la part de mon père, et en tant qu'ancien assistant de Jean Vilar et faisant partie de l'incomparable équipe du Théâtre National Populaire, Philippe, Jeanne Moreau, Germaine Montero, tous ces gens-là. En fait, mon père m'avait beaucoup parlé de cette énergie, de ce désir de reconstruction tellement fou qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. C'est les 30 Glorieuses. Il y a quelque chose, forcément, à quoi je donne une forme de romantisme. Moi, je suis né en 58, mes parents se sont aimés à ce moment-là. J'ai voulu faire des mises en scène au théâtre qui évoquaient ces années-là. Je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le graphisme, cette silhouette en noir et blanc, épurée, dans une scène pratiquement vide, puisqu'il mettait ses musiciens derrière un tulle, dans une poursuite. Ça m'attire. Alors, il n'y a pas une nostalgie d'une époque que je regrette. Ce qui m'attire, c'est le goût des textes. C'est quand même ce qui épate finalement, même mes musiciens, certains sont jeunes, quand ils écoutent le matériel, ils sont quand même très épatés par la force des textes, et par la beauté. Par exemple, on n'évoque plus une rencontre amoureuse d'adolescents ou d'enfants comme il le fait dans Clémentine ou à Bicyclette. Il osait, parce qu'on l'osait, parler des sentiments, parler de situations intimes. C'est vrai que j'y prends énormément de plaisir. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie, ça sert à rien d'être nostalgique. On vit dans son époque, moi ce serait ridicule de rester coincé en arrière. Mais ça m'attire. J'aime bien la mode, j'aime bien... Moi qui n'aime pas les voitures, j'aime beaucoup les voitures des années 50-60 par exemple. Je ne sais pas pourquoi, alors effectivement, c'est peut-être simplement l'époque de la jeunesse de mes parents, voilà, tout simplement. On 1m50 et qu'il était... Enfin, je sais pas, l'abbé Pierre et moi, c'était quand même très tiré par les cheveux, hein, c'est quand même... En fait, il y a une forme d'inconscience dans mon métier, dans ma personnalité. Je me dis, tiens, ça va être passionnant d'apprendre ces choses-là, de découvrir une vie, et j'y vais, et je fonce. Alors, mais une fois de plus, en ce qui concerne mon temps, comment dirais-je, j'ai pas l'impression que je vais l'évoquer en essayant de l'incarner. Je vais l'évoquer en le racontant. Et donc, je suis caché derrière, on va dire, ce personnage en carton-pâte découpé. Je suis un peu planqué derrière. Mais finalement, c'est moi qui le raconte. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'un masque. Chanter, par exemple, de la variété, et donc chanter à la première personne du singulier, là, ça me va moins parce que je suis acteur, en fait. Et que donc, moi, quand je chante, il faut que je sois un peu protégé. Il faut que ça soit... Il faut que j'ai un masque. Je peux chanter des airs d'opéra, mais s'il faut que je fasse, par exemple, une mélodie classique, la main sur le piano, je ne me sens pas protégé par un personnage. Et à ce moment-là, je me dis, c'est le personnage qui chante, c'est pas moi. C'est très subtil dans la tête, on dirait, mais moi, ça me permet de chanter, en tout cas. Donc, du coup, c'est pas Montand qui chante, mais c'est un acteur qui l'évoque. Je me fais des petits masques, des demi-masques. Pour Cousteau, il a fallu faire quand même un gros travail de préparation et cultiver ce masque. Vous vous êtes réveillé à 4 h du matin, je crois. Il y a eu 2 h 30 de maquillage.
2 heures, mais pour la partie plus âgée, oui. Mais c'était une aventure absolument passionnante, de toute façon, qui nous a menés aux 4 coins du monde. Et j'ai adoré faire ce travail-là. J'ai fait un film, d'ailleurs, avec ma petite caméra vidéo. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et là, je viens de terminer le montage d'un film qu'on va appeler Chronique australe. Donc, carnet de tournage. Chronique australe, carnet de tournage. Et ça m'a tellement passionné que j'ai vraiment voulu le documenter. Comme lui filmait tout le temps, je me suis mis à filmer aussi. C'est une expérience que j'ai envie de recommencer sur d'autres aventures. Finalement, on se dit, il faut toujours avoir une caméra qui traîne, parce que nous, les acteurs, on peut s'observer les uns les autres. On voit des moments d'attente. Les acteurs sont toujours assez impressionnants quand ils répètent un texte juste avant une prise ou juste après une prise. Ils sont toujours un peu hagards. C'est ça que j'ai voulu montrer, cette espèce d'entre-deux que je pourrais faire aussi avec cette aventure-là. D'ailleurs, je suis un peu idiot de ne pas avoir apporté ma caméra de vidéo, parce qu'il faut toujours avoir les premières images. La genèse, c'est vraiment bien. Il va être distribué, ce documentaire? Oui, en fait, on va le montrer à la télévision. Il va être là, il est en train d'être visionné là pour le moment. Il n'est pas attaché d'emblée à une chaîne. Moi, chez moi, qui passe dans une chaîne hertzienne, qui passe en clair, parce que c'est un joli document, parce que c'est aussi le point de vue d'un acteur qui raconte le travail de ses copains. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir un documentaire. On voit des making-of sur les films. Bon, c'est toujours un peu de l'extérieur. Les gens viennent quelques jours, et puis les acteurs sont un peu sur leur 31, ils font la promotion du film. Alors que là, moi, j'étais au milieu de l'action. J'ai filmé, on était encore en train de faire le clap, j'étais encore en train de filmer, donc il y a des moments qui sont assez touchants. Et puis c'est l'histoire d'un périple aussi, parce que c'est sur les traces de Cousteau. On va en Antarctique, on voit notre premier iceberg, on voit nos premiers animaux, et on termine le film en passant le Cap Horn. Voilà. C'est intéressant, parce que on se prépare, on peut réfléchir à ce qu'on va devenir soi-même. Mais il m'est arrivé aussi une fois de faire un film, c'était pour un vidéaste artiste. On avait exposé ça dans les musées, où on m'avait demandé de me transformer en SDF, et j'avais fait une improvisation dans les rues. Ça, c'était passionnant. Le film était en 2 parties. La première partie, c'était ma transformation en ce SDF, et la deuxième partie, c'était ma balade dans les rues de Paris, où j'étais filmé à distance depuis une voiture. Et c'est un exercice que j'ai adoré, parce qu'on devrait tous avoir à le faire une fois, comme un acte citoyen, pour savoir ce que les gens ressentent quand les gens sont dans la rue. Parce que on devient transparent. En fait, les gens ne vous regardent plus du tout. Enfin, ils font exprès de ne plus vous regarder, surtout. Et donc, parfois, l'acteur, il vit des choses, et dans ces moments-là, ses vies sont démultipliées, véritablement démultipliées. C'est-à-dire qu'on est... Voilà, moi je trouve que la vie est trop courte, et que se satisfaire de simplement sa propre vie, c'est pas assez. Donc c'est pour ça que j'ai eu la chance de vivre des émotions de chanteur d'opéra, de vivre des émotions de chanteur de variété ou de jazz, de vivre comme un conquistador en Amérique du Sud, de vivre comme un moine en Algérie. Voilà, c'est ça qui est passionnant. Il y a des moments de trouble dans mon métier où momentanément, on a l'impression qu'on est véritablement on a voyagé dans le temps. Je viens de terminer un film passionnant qui a été mis en scène par Marc Duguin, le romancier qui avait fait La Chambre des officiers et plein de romans formidables. Et c'est l'adaptation du roman de Chantal Thomas qui s'appelle L'échange des princesses. Je joue Philippe V d'Espagne, et dans des décors somptueux, dans des châteaux avec des costumes de cour incroyables. Parfois on se pince parce qu'on est entouré entièrement de gens qui sont habillés comme au début du XVIIIe siècle, et on voit pas tellement la caméra. Sous moi, sans mes lunettes, je vois plus la caméra, c'est génial. Et donc là, je me dis, voilà, j'ai vécu momentanément comme un roi, même si c'est juste 1 heure, mais j'ai vécu comme un roi au XVIIIe siècle. C'est pas mal. C'est pour ça que je fais ce métier. Vivre de façon différente. On imagine que ça a pu avoir une résonance dans votre histoire personnelle. Est-ce que ça a nourri la façon dont vous avez incarné le commandant Cousteau? Ce qui est marrant, c'est que, puisqu'on parle de musique aussi, et surtout, mon père adorait quand je chantais, et c'était un truc qui le bluffait complètement. C'est qu'en fait, il était toujours très critique de mes activités d'acteur, parce que ça me mettait mal à l'aise, en fait. Il aimait bien quand lui me mettait en scène.
parce qu'à ce moment-là, il avait l'impression qu'il pouvait révéler des choses que les autres n'avaient pas vues, puis surtout il était en contrôle, et puis surtout, à ce moment-là, c'était lui le boss, quoi. Mais en revanche, quand je chantais, ça l'épatait complètement. D'abord parce que c'était un musicien, donc il adorait la prise de risque de la musique. Et puis, c'était un territoire qu'il considérait comme m'appartenant. Que je faisais ça vraiment par passion et non pas pour l'imiter ou non pas pour empiéter sur son territoire. Alors, il est vrai que ces personnages comme Cousteau, comme Montand est né à 3 jours de différence de mon père, en fait. Et il est... c'est aussi... Pardon? Ah non. Oui, c'est donc on célèbre les 25 ans de la mort de Montand. Et en fait, c'est des grandes gueules qui se sont construites vraiment dans l'adversité des guerres. Je pense que c'était des enfants qui avaient un moteur de puissance, un moteur d'ambition phénoménal, motivé soit par l'extrême pauvreté, Montand, mon père, soit par... je crois que Cousteau, qui avait un talent naturel pour la communication, mais Cousteau avait une très faible constitution. Quand il était petit, il avait vraiment été extrêmement malade et malingre. Je pense qu'en fait, il a acquis une sorte de détermination à survivre. Et ces 3 hommes étaient 3 égocentriques, brillantissimes et écrasants. Et je pense que, bien entendu, c'est une information personnelle sur ma famille. J'ai pu m'en servir pour avoir beaucoup de compréhension et de compassion et d'amour pour le personnage de Cousteau. En fait, j'aurais pu rester sur le point de vue du fils, mais j'avais fait tout un travail sur mon père, donc voilà, j'ai pu le livrer pour apprendre avec Cousteau. Moi, je suis un membre de Greenpeace, je travaille avec Greenpeace, je travaille avec... oui, je suis très actif de ce côté-là. Ça se manifeste au quotidien? Ce sont des choix, ce sont des votes, ce sont des participations à des actions. Ce sont Pour moi, j'essaie de promouvoir l'écologie dans le quotidien des gens, c'est-à-dire les réflexes écologiques dans la vie de chacun, à tous les moments de la journée, essayer aussi d'en parler aux jeunes. Bon, là, on a beaucoup parlé des océans pour la promotion du film, mais je vais continuer à le faire parce que le film va être distribué dans le monde entier. Donc à chaque fois, on s'est allié avec des associations comme Green Cross, Greenpeace, Surfriders, et voilà, il y a des campagnes j'ai fait un spot aussi pour l'UNESCO pour la protection des océans. Moi, ouais, c'est un truc permanent pour moi. Voilà. Mais vous parlez de cette génération-là, c'est vrai que moi, on paye beaucoup maintenant aussi ces années glorieuses dont on a parlé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi cette génération qui a lancé, bon, ça avait commencé avec la révolution industrielle, bien entendu, mais on sent qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a une sorte de construction et un non-souci absolu des conséquences à long terme. Mais dans le quotidien aussi, nous on descendait en voiture avec mon père en DS, il se trouve que j'ai passé mon enfance à Bandol, on avait une maison pas très loin, sur les traces de Cousteau d'ailleurs, mais on descendait en DS à fond la caisse avec mon père qui fumait 3 paquets de gitane dans un voyage, c'était incroyable, c'est un truc, c'est un autre monde. Au niveau de votre engagement aussi, on a vu dimanche des artistes signer un manifeste pour dire stop au land bashing. Est-ce que vous pourriez prendre part pour soutenir un candidat dans la politique française? Je trouve que c'est un acte toujours particulier, le soutien. Je l'ai fait. En fait, parfois j'hésite parce que je me dis finalement. Je pense que, par exemple, si j'avais été un acteur américain lors des dernières élections, je serais vraiment allé au charbon activement contre Trump. Ça, c'est évident. J'aurais vraiment utilisé toutes mes forces. Parfois, on a l'impression que ça vaut même pas la peine de s'engager parce que les choses sont faites d'avance. Ça dépend des fois. Je pense que certains de mes camarades
refuse systématiquement l'engagement. Moi, j'ai été assez... enfin, courageux, non, mais je me suis engagé. J'ai soutenu des gens. Mais, comment dirais-je, parfois, on a l'impression que c'est pas le moment, que son engagement est un peu mou. Et dans ces cas-là, il vaut mieux rester quoi? Alors là, je reste quoi en ce moment? Oui, je suis moi-même musicien, donc je connais un petit peu le programme d'Yves Montand. Qu'est-ce que vous reprenez là? Vous jouez à Paris, Battling Joe Alors, il y a 30 chansons. Alors, donc, effectivement, on fait un voyage qui nous permet d'évoquer justement ces grands thèmes. Le passé ouvrier, la montée à Paris, Piaf, tout ça. Paris. Alors, moi j'étais plus fan, ce qui m'attire le plus vraiment c'est la fin des années 50. C'est vraiment quand il commence à aller vers les choses moins légères, plus graves poétiquement, voire politiquement engagées, etc. Mais on ne peut pas ne pas évoquer le montant de la fin des années 40 avec effectivement Battling Joe, Luna Park. On commence avec une chanson, on commence le spectacle avec une chanson très peu connue d'ailleurs, qu'il a partagée, qui lui a été donnée, prêtée par Edith Piaf, qui s'appelle La Grande Cité, et qui parle vraiment du monde ouvrier. Après, les choses qui vont, que j'ai faites dans le disque jusqu'aux années 80, une chose très inattendue qui avait été écrite par c'est un poème qu'il avait ramassé à la rédaction de Charlie Hebdo. Il passait dans une soirée et le dessinateur, chroniqueur GB, avait fait un poème sur les oppressions policières dans le monde entier, les dictatures, les bébés phoques, et il a dit ça c'est une chanson, et ça a été transformé en chanson, ça s'appelle Casse-tête, c'est une chanson que j'adore.